Lundi 20 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Au menu aujourd'hui, c'est fort simple, c'est un retour sur le week-end de course qui se tenait en Italie, le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui avait lieu à Imola. Au cours des prochaines minutes, je vous accompagne et je vous fournis mes opinions sur les différents détails qu'on a pu apercevoir tout au long du week-end. Ça n'a peut-être pas été le meilleur spectacle dimanche, mais il y a quand même des points positifs qui sont ressortis de ça et des choses là, qui peuvent nous donner peut-être une petite idée sur ce qui nous attend, là, du moins dans les prochaines courses qui sont à venir. On sait que le Grand Prix du Canada est de plus en plus près sur l'horaire du Grand Cirque. On a Monaco la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on a pu apercevoir là tout au long du week-end avec les améliorations de Ferrari, la continuité des améliorations qu'on a apportées du côté de McLaren à Miami. Donc, c'est tout à travers de ça là, qu'on va démêler au cours des prochaines minutes. Tout ça en débutant par la journée de samedi. Eh bien, la journée de samedi aurait pu mieux débuter pour Fernando Alonso et Sergio Perez, qui ont été tous les deux victimes d'une sortie de piste lors de la troisième séance d'essai libre, la dernière du week-end, celle qui se tient généralement le samedi matin avant les séances de qualification. C'est venu un peu chambarder un peu la journée, bouleverser la routine normalement qu'on essaie de faire chez les pilotes. On veut surtout aller faire des tours de reconnaissance le samedi matin, trouver nos points de repère, trouver la fenêtre de performance elle est où, comment aller chercher la température dans les pneus. C'est tout ce qu'on essaie de faire un peu le samedi matin. On veut essayer de prendre ça léger, se donner quand même des références, de voir on se situe où par rapport aux autres, même si c'est quand même assez difficile là, de vraiment savoir quelle sorte de programme les autres écuries roulent. Mais tout ça, là, les collisions, mais ça a fait que c'est venu vraiment bouleverser la journée, du moins du côté d'Aston Martin surtout. On a vu avec les résultats après ça, plus tard dans la journée, que il y a vraiment quelque chose qui est venu changer un peu les plans qu'on avait décidé. Il y a aussi le fait qu'on avait des nouvelles améliorations pour le week-end. On n'a jamais su trouver vraiment comment bien exploiter ces nouvelles pièces-là sur la voiture pour un tour donné. Donc, ça envisageait là, très mal pour les qualifications avec la sortie de piste en plus, ce qui est sûrement arrivé juste parce que justement, on faisait des tests du côté d'Alonso. On voulait pousser à les limites, voir c'est quoi qu'on avait sous les mains. Puis finalement, Imola, c'est un circuit qui pardonne pas. On a même rajouté de la gravelle plus près du circuit justement pour que ça soit encore moins permissif. Donc Alonso l'a découvert très tôt samedi matin. Pour ce qui est des qualifications, eh bien, on se présentait là, pour une des rares fois là, dans les dernières saisons que ce n'était pas Red Bull qui était favori. Là. À moins de vraiment s'en tenir à la moyenne, moi je peux vous dire que j'attendais quand même de voir les résultats. Je n'étais pas prêt à les compter pour battu parce que par le passé, ils nous ont habitués à être capables de trouver les réglages, de puiser dans leurs ressources. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait appel à leur usine avec énormément d'employés qui se sont mis sur le cas tout au long du week-end. On a aussi, même si Max Verstappen est très habitué que normalement c'est lui qui fait sa simulation, bien, on a aussi Sébastien Buemi qui a travaillé très fort, là, qui est toujours un membre de la filiale Red Bull, qui a travaillé aussi très fort en Angleterre pour être capable d'essayer de trouver des solutions. Voir pourquoi que depuis le début du week-end, on n'était pas capable de maîtriser le circuit au grand complet. Il y a quelques secteurs, un petit secteur en particulier où ce qu'on allait perdre 2 dixièmes de seconde, ce qui est énorme, là, qui peut faire la différence justement entre une première place ou nous placer même peut-être en 6e ou 7e place à certains endroits. Donc on voulait pas prendre de chance, on voulait travailler là-dessus. On était même une demi-seconde derrière les Ferrari à un certain moment lors du week-end. Même chose sur un tour de course, donc une demi-seconde à chaque tour lors d'un Grand Prix. Vous vous doutez que quand on a des statistiques comme ça en simulation ou en vrai lors des programmes de test, ça nous encourage pas là, à dire qu'on va gagner le Grand Prix, donc c'est pratiquement c'est impossible de gagner si on est une demi-seconde plus lent en mode course. Tout ça, ça a donné que on s'attendait peut-être à voir McLaren poursuivre sur leur lancée. On s'attendait peut-être à voir Ferrari qui, depuis le début de la saison, on nous parle qu'on va apporter des améliorations à Imola. C'est ce qu'on a fait aussi. On avait 7 pièces différentes sur la voiture, qui est quand même pas aussi énorme que les 10 pièces différentes que McLaren avait apportées à Miami, mais quand même, ça restait considérable comme changement. On avait hâte. Moi, j'étais curieux de voir qu'est-ce que Ferrari allait faire. Je m'attendais qu'il soit favori. Finalement, ça a vite changé au cours du week-end. On a commencé à voir que c'est plus McLaren qui semblait peut-être avoir la meilleure configuration pour performer à Imola. Eh bien non. C'est Max Verstappen qui a gâché un peu la surprise à tout le monde qui s'attendait à en avoir une. Même si à Miami, il a ri quand il a récolté sa pole position, il a dit « Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? » Mais là, on a eu droit à un message différent.
Il semblait vraiment heureux. Moi, ça m'a rappelé pratiquement les débuts de Verstappen là, quand il commençait à se battre contre les méchantes Mercedes, les puissantes Mercedes, les Ferrari, sa Red Bull n'était pas vraiment à point. Là, on se rappellera, là, on parle de 2016, 2017, 2018, 2019, toutes ces années-là. Lorsqu'il réussissait là, à donner vraiment le maximum de l'auto, c'est ce qu'il fait normalement. Il va toujours chercher le maximum. Mais là, il recevait la pole position puis il était vraiment content parce qu'il savait pas qu'il ne les travaille plus, mais que ça s'est joué à des petits gestes techniques. Là. C'est vraiment à des petits millièmes près, des petits millimètres près que ça s'est joué. Puis ça, dans ce temps-là, ben, ça fait toujours plaisir quand tu es un pilote puis tu reçois cette reconnaissance-là. Là. Il n'y a rien de plus beau que de dire ah, c'est toi qui es en pole, tu as réussi à maîtriser, même si c'était hyper difficile, autant pour les vents que la configuration de la piste. Comme on disait, là, Imola, c'est un circuit qui pardonne pas, c'est extrêmement technique, c'est aussi très rapide, avec des virages rapides aussi, ce que Verstappen apprécie. Donc il nous a fait une démonstration de talent, même s'il n'était pas le favori, que sa voiture n'était pas la favorite nécessairement, même si ça reste une Red Bull, d'aller chercher cette pole-là, ben je pense que ça a surpris plusieurs personnes. Ça a donné un bon spectacle parce qu'on s'en attendait pas. Il est allé chercher ça à la fin. Ensuite, on a juste derrière lui, ben, c'est le jeune Piastri qui a bien fait aussi toute la fin de semaine. On se rappelle de la manière que ça fonctionne chez McLaren et dans bien d'autres écuries aussi, on fonctionne comme ça. Les améliorations qu'on avait apportées pour le week-end à Miami, mais seulement 50% de ces améliorations-là avaient été installées sur la voiture de Piastri. C'est ce qu'on a remédié à Imola, donc il pouvait vraiment faire jeu égal. C'est vraiment pas perdu de temps à nous montrer ce qu'il pouvait faire à jeu égal en signant le deuxième meilleur temps en qualification derrière Verstappen. Ce qui est malheureux un peu, c'est qu'en Q1, il avait nuit à un tour de qualification de Kevin Magnussen de Haas. Donc à ce moment-là, après la journée, on s'en attendait bien. Il avait une réunion avec les commissaires, puis comme de fait, il s'en est pas échappé. On lui a donné 3 places de pénalité sur la grille. Donc son beau travail à Piastri. On se dit, c'est quand même une 5e place, c'est mieux que rien, sauf que quand on sait que chez McLaren, on est rendu avec une voiture qui est compétitive, que Oscar Piastri a vu son coéquipier remporter une course pas plus tard qu'il y a quelques semaines à Miami. Il sait qu'il a cette possibilité-là à l'intérieur de sa voiture maintenant, que c'est une candidate à remporter des grands prix. Donc d'être deuxième derrière Verstappen, c'est toujours mettre les chances de son bord, de dire s'il y a au moins il y a une possibilité qui s'ouvre, c'est moi qui va l'avoir. Mais là, on est relégué en 5e place, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc celui qui s'est qualifié 3e et qui prenait la 2e place sur la grille, c'est Lando Norris. Charles Leclerc a été le plus rapide des deux favoris. Lui s'était qualifié 4e, mais il héritait d'une 3e place. Et même chose lui pour Sainz, qui s'était qualifié 5e, a hérité de la 4e place. C'est Piastri qui est venu prendre la 5e. George Russell, lui, a eu la 6e place, encore le dessus sur Lewis Hamilton. Il semble que du côté de Russell, c'est lui qui a la main heureuse pour trouver les bons réglages week-end après week-end depuis le début de la saison. Du moins, c'est ce qu'on voit sur la feuille des statistiques. Ensuite, du côté de Racing Bulls, je vous en avais parlé vendredi à quel point que Tsunoda connaissait un bon week-end, avait été fort dans les 2 séances d'essai libre. Si j'avais dit si c'est pas un top 10, minimum un top 10, ben ça va être une déception. Il est 7e, donc ça c'est parfait, c'est même selon les statistiques qu'on a vues depuis le début de l'année, là, c'est qualifié sûrement meilleur que ce qu'il aurait dû être. Je pense que 7e, c'est plutôt la place de Hamilton qui aurait dû être là. Mais Hamilton a fait quelques petites erreurs là, dans ses tours de qualification. Donc, il semblait pas tout à fait à l'aise avec la Mercedes, même s'il dit que les améliorations qui ont été apportées pour le week-end, c'est mieux. Il sent que la voiture a fait un pas en avant, ce qui est déjà positif, sauf que c'est toujours de où on part. Là. C'est bien beau de faire des pas en avant, mais elle est où la ligne de départ? C'est un peu ça qui peut causer problème. On part quand même de loin. On a cédé beaucoup de terrain là, depuis le début de la saison et même en fin de saison dernière sur nos rivaux, notamment Ferrari et McLaren. Ricardo, lui aussi, à bord d'une Racing Bulls qui perce le top 10 aussi, donc nos 2 voitures pour l'écurie petite sœur de Red Bull qui réussit à percer le top 10. C'est des bonnes nouvelles, c'est là qu'on les attendait en début de saison. Finalement, on a pris un petit détour, on n'a pas été vraiment avec une version comme on annonçait d'une RB19. On a décidé d'aller un peu avec notre modèle, on a décidé un peu de venir mouler des concepts un peu de tout le monde sur la grille. On a décidé d'ajouter ça un peu aux formes de la Red Bull, à les pièces qu'on peut se procurer chez notre grande sœur. Puis il semble que ça n'a pas été nécessairement le meilleur départ possible, mais là on semble avoir trouvé où on veut aller.
une direction et comment exploiter ce qu'on a entre les mains. Donc, c'est de mieux en mieux week-end après week-end. C'est un Grand Prix aussi à domicile. Hein. On se rappellera que c'est pas pour rien que ça s'appelait Toro Rosso dans les débuts, cette petite écurie-là de Red Bull, l'écurie junior. On l'appelait Toro Rosso, qui veut dire Red Bull en italien, mais c'est une écurie qui défend les couleurs de l'Italie. Donc, c'est une écurie qui représente les couleurs de l'Italie. La licence est prise sur ce drapeau-là, le drapeau italien. Donc, à ce moment-là, ben, c'est un Grand Prix à la maison. Quand on va à Imola, bien sûr, on pense souvent à Ferrari. C'est Ferrari qui nous vient toujours en tête en premier quand on nomme ces circuits-là, Imola, Monza. Sauf que pour l'écurie italienne de Red Bull, eh bien, ça se trouve à être aussi un Grand Prix à la maison. Justement, Tsunoda partait de chez lui, pouvait prendre sa collation le matin, flatter son chien, puis s'en aller au circuit pour compétitionner. Ça semblait être bon pour lui. Il semblait vraiment reposer toute la fin de semaine. Il semblait vraiment concentré, très compétitif. Donc, il a été très, très bon. Même chose pour Ricardo, le 9e. On peut pas demander mieux. 10e pour Hülkenberg. Vous savez, là, j'en parle pratiquement tous les fois je le vois là. Mais c'est sa position. Hülkenberg, là, depuis le début de la saison, lui, c'est top 10 dans la qualification. Il sait que c'est ça que la voiture peut y apporter. En course, après ça, c'est une autre paire de manches. Quand c'est des sprints, ça va bien. Quand c'est des longues courses, ben, on a des problèmes encore avec notre gestion des pneumatiques. Mais du côté de Hülkenberg, là, un top 10, on peut pas demander mieux. Il connaît vraiment la meilleure saison possible. Audi doit vraiment se frotter les mains de se dire, hey, il nous en manque un pilote. Là. Oui, on travaille fort pour en trouver un deuxième, mais celui qu'on a présentement, on a une base, on peut construire sur quelque chose de solide. Surtout qu'on veut développer une écurie, partir de pratiquement à zéro, même si Audi, on s'entend qu'on a les poches creuses, on a aussi les connaissances, l'expérience, aussi les cerveaux pour nous aider à monter très rapidement, mais on part quand même de zéro en Formule 1, donc d'avoir des bons pilotes qui nous donnent une bonne base comme Hülkenberg, c'est la meilleure chose selon moi. C'est la première grande recette à avoir si on veut être capable d'aboutir à quelque chose. Bien sûr, ça prend des personnes clés dans le domaine de la conception, mais si on n'est pas capable d'avoir l'heure juste en piste, mais ça, à ce moment-là, notre travail s'annule un peu. Donc, bonne acquisition encore pour une fois pour Audi. D'avoir Hülkenberg, il le prouve week-end après week-end. Perez, 11e, déception. Est-ce qu'on retombe un peu dans les vieux réflexes du Mexicain? Si vous vous rappelez, l'année dernière, c'est au Mexique qu'il a vraiment cassé. Je vous en avais parlé là, dans le podcast, c'était flagrant. Là, ça prenait juste à voir le visage qu'il avait sur le Grand Prix, sur le podium à Miami l'année dernière. Il semblait là, vraiment comme s'il venait de réaliser ce qui se passait et de se dire, OK, je ne deviendrai pas champion du monde. Lui qui semblait vraiment y croire, c'est tout à son honneur. Je pense qu'on n'arrive pas en Formule 1 si on pense pas qu'on est le meilleur au monde. Mais la saison dernière, là, ça avait été un choc à Miami. Puis après ça avait été le déclin du reste de la saison. Là, il n'y a pas eu vraiment de choc dans les semaines dernières, sauf que on tombe dans une autre façade là, du calendrier. Là. C'est fini un peu les circuits un peu plus urbains, les virages un peu moins orthodoxes, les virages lents, toutes ces choses-là, là, il en reste. Là. C'est bien sûr, il en reste, sauf que quand on s'en va à Monaco, là, il va pouvoir sûrement reprendre sa confiance. Sauf que quand on va tomber dans cette phase-là, là, justement, Imola, c'est pas la place qui a le plus de succès. Normalement, il y a Silverstone qui s'en vient plus tard. Tous ces Grands Prix d'Autriche, normalement aussi, c'est un peu plus difficile pour lui. Donc, toutes ces places-là, c'est là que ça va être le point culminant dans la saison de Red Bull et de Sergio Perez pour son avenir avec l'écurie autrichienne, de savoir est-ce qu'il est capable de chasser ces problèmes-là qu'il a eu tout au long de sa carrière. Moi, j'en doute. Je pense que à l'âge qu'il est rendu, c'est ça, Sergio Perez. Là. Je pense qu'il peut peut-être améliorer des petits points, mais je pense qu'au bout de la ligne, le produit final, on l'a déjà entre les mains. Le meilleur qu'il y a à venir, si on on le voit, c'est quoi Sergio Perez. Puis si normalement, tout au long de sa carrière, ça nous dit son historique que ces circuits-là, circuits à virage rapide, c'est toujours plus compliqué. Imola n'a pas fait de différence en fin de semaine. Est-ce qu'il va se reprendre ailleurs? Je pense bien que Monaco, comme je le disais, je pense que c'est la bonne place pour rebondir pour lui. Même s'il il a frappé le mur la saison dernière et ça avait continué, ça avait ajouté à son malheur. Il a quand même eu du succès là. Par le passé, il a déjà gagné, notamment. Donc tout ça. Ça peut, faut pas qu'il y ait de longues glissades. Qu'il y ait un mauvais week-end comme ça, il a mis son coéquipier un peu dans le trouble parce que là, Verstappen s'est retrouvé contre les deux Ferrari le dimanche, contre les deux McLaren. C'est ce qu'on veut essayer d'éviter le plus possible au cours de la saison. Perez a un peu créé cette situation-là, en autant qu'il n'y a pas de glissade comme dans les années dernières, comme l'année dernière, que ça prend plusieurs grands prix avant qu'il puisse se replacer. Pour le restant, ben, sur le peloton, lui, 11e, ben, c'est sûr, on sent que c'est une déception. Ensuite, à l'arrière, c'est Ocon. Vraiment, là, Alpine,
je sais qu'on s'attend à plus que autres. C'est pas parce qu'on est 12e qu'on va commencer à dire félicitations Alpine, la saison n'est pas un échec, mais quand même, on a vu, là, au début de la saison, on se tenait 18, 19, 20. Là, c'est plus vraiment le cas. Là. T'as Gasly qui est 15e dans la séance de qualification, mais d'être 12e au Ocon, je trouve que c'est positif. On voit qu'on a quand même, on vit avec ce qu'on a créé. On essaie de corriger des problèmes, d'améliorer et de faire des pas en avant. Puis pour l'instant, on en fait. C'est peut-être pas des grands pas, c'est peut-être pas les pas qui vont sauver une saison, sauf que de là, entre être l'humiliation d'être 19e ou être 12e, c'est quand même un gros écart. Du côté de Stroll, c'est 13e, 14e pour Albon, fin de semaine difficile pour les Williams. Gasly, 15e, Bottas, 16e, 17e pour Joe, 18e pour Magnussen, 19e pour Alonso, vous l'avez dit, là, c'est journée oublié qui a bien mal commencé avec le contact. Et on le voit là, les deux qui ont été victimes d'un contact dans la séance de Célib 3 le matin. Perez s'est retrouvé 11e, puis du côté d'Alonso, lui, il s'est retrouvé 19e. Et du côté de Sargent, lui n'a pas pu participer à la séance de qualification, mais ça n'a pas changé grand-chose. Il a retrouvé sa place à l'arrière du peloton. C'est ce qui complète la journée de samedi. Maintenant, passons au dimanche pour le premier Grand Prix de la saison qui se tient en Europe. Et oui, le Grand Prix d'Émilie-Romagne et le lancement de la saison en Europe, le premier Grand Prix en sol européen depuis le début de l'année 2024. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ici, je vous parlais de la semaine prochaine, on s'en allait à Monaco. Je vous en glissais un mot là, dans le dernier bloc. Eh bien, Imola, c'était une sorte de préparation pour ça, hein, parce que comme Monaco, lorsque les circuits sont pas larges, lorsque c'est très restreint, qu'on manque d'espace pour compléter des dépassements, bien à ce moment-là, le spectacle est un peu décalé au samedi. C'est la séance de qualification qui devient très importante. On veut sécuriser une place stratégique en piste. On sait que c'est très dur de gagner des positions, mis à part par les stratégies qu'on va choisir. Donc à ce moment-là, tout était tourné vraiment par la journée de samedi. Oui, on a eu le bon spectacle. Comme je vous disais, Max Verstappen qui a décroché sa pole position. C'est une 8e consécutive, ce qui a égalé le record qui avait été préalablement fixé par le grand Ayrton Senna. Donc Verstappen avait complété cet accomplissement-là dans la journée de samedi, mais là c'était le temps de passer au Grand Prix. La journée de dimanche, qu'est-ce qui allait arriver? Je vous mentionnais dans l'épisode de vendredi, même dans l'épisode de la semaine dernière, que j'espérais voir McLaren dépasser une Red Bull en piste, que c'est là que je commencerais vraiment à y croire, que j'étais content de la victoire de Lando Norris, puis je trouvais que c'était félicitations pour lui, il a travaillé très fort, ça a été un travail d'équipe, la bonne stratégie à Miami, lorsqu'on a vu une opportunité se présenter à nous, on a su la saisir, puis on a su capitaliser dessus. Donc ça, c'était tout à leur honneur. Sauf que, point de vue performance, que j'étais prêt à dire qu'on avait rejoint Red Bull, non, j'étais pas prêt à le concéder parce que je n'avais pas vu la McLaren dépasser une Red Bull en piste. C'est ce qu'on attendait. Même chose pour Ferrari en début de saison, quand on a eu un espèce de regain de vie de la Scuderia au Grand Prix d'Australie, puis qu'on a eu un dépassement sur Max Verstappen avant de savoir que finalement c'était un bris mécanique qui avait causé la perte de performance. On avait un peu commencé à croire, Ferrari, je pense qu'ils ont rejoint Red Bull, puis on entendait ça un peu dans les coulisses, puis les gens laissaient couler un peu ça, de croire que peut-être que Red Bull est en danger dans sa domination, puis finalement, ça n'a pas été le cas, là. C'est pas ce qui ça s'est pas concrétisé week-end après week-end, cette renaissance-là de Ferrari. Oui, ils sont bons, oui, ils ont fait des progressions par rapport à l'année dernière, mais on attendait surtout de voir ce qui allait se produire à Imola. Même chose pour McLaren, depuis le début de la saison, on attendait de voir les améliorations de Miami. C'est ce qu'on a vu lors du dernier Grand Prix. On a vu que c'était quelque chose qui fonctionne, qu'on avait eu un gain de performance, qu'on s'est rapproché de Red Bull et que si jamais il y a une opportunité, on était capable, on avait les outils nécessaires pour remporter un Grand Prix, pour avoir une voiture qui est capable de faire cet accomplissement-là. Donc, si on voulait continuer à bâtir là-dessus, c'est ce que j'étais curieux de voir. Là. C'est ce que j'attendais de voir. Est-ce qu'on est capable de se rapprocher suffisamment d'une Red Bull pour compléter un dépassement? Mais ça a failli arriver. Vers la fin de l'épreuve, là, dans les derniers tours, Lando Norris s'est rapproché considérablement de Max Verstappen. Puis là, ce qui a attiré mon attention là-dessus,
Vous vous rappelez, la semaine dernière, on parlait, l'autre semaine d'avant, excusez, là, à un moment donné, ouais, c'est à peu près là qu'on a parlé de ça, que c'était après le Grand Prix de Miami. Comme quoi que les McLaren, lorsqu'on avait mis les gommes dures, même chose pour du côté de Red Bull, c'est là qu'il y a un écart de performance qui s'est fait. Aussitôt que Max Verstappen a rentré pour son aéropluie et qu'il était en gomme dure, qu'il tentait de gagner du temps sur Lando Norris qui à ce moment-là est en médium, on se rappelle là, puis c'est là qu'il a gagné du temps, finalement après ça il y a eu la voiture de sécurité, toutes ces choses-là. Mais là, ça a été un peu un copier-coller de ça. Vous allez me dire, mais Martin, pas copier-coller pantoute, il n'y a pas eu de voiture de sécurité, il n'y a pas eu de ça. Où ce que je veux attirer votre attention, c'est sur le fait, aussitôt que Verstappen du côté de Red Bull, on a mis les gommes dures, c'est là que le transfert de performance s'est fait. Là. Le transfert de pouvoir, là, il s'est fait entre Red Bull juste du côté de McLaren. C'est là qu'on a vu que McLaren, tout d'un coup, semblait avoir plus de performance. On était plus capable de gagner du terrain du côté de Verstappen. C'est Lando Norris qui a commencé à en gagner, même si ça a pris un peu de temps. Il s'est gardé ça vers la fin, puis là, il a commencé à gruger le temps, se rapprocher. C'est aussitôt que la Red Bull était sur ces gommes dures-là. C'est là qu'on a perdu là, notre avantage qu'on est tombé sur un terrain beaucoup plus régulier avec la McLaren. Même chose qui s'était produit à Miami. Donc, ça va être intéressant de voir dans les prochains week-ends de course, sur tous les endroits où on n'a pas le choix de rouler en gomme dure et de faire un long train, pas le choix de faire un long parcours sur ces gommes-là. C'est là que McLaren va sûrement être capable de s'en rendre compte. On doit déjà le savoir avec les données qu'on a accumulées, de dire comment on peut bénéficier de ça au maximum, comment qu'on peut aller jouer sur ce terrain-là versus Red Bull, puis en profiter le plus possible, parce que pour l'instant, ce qu'on voit dans les deux derniers Grands Prix, c'est qu'on a l'avantage. Là. On a un avantage qui est net, qui est vraiment suffisamment imposant pour être capable de venir jouer ou de changer un résultat d'un Grand Prix. Même chose du côté de Red Bull, comment on va réagir à ça, de dire pourquoi qu'on n'est plus capable d'avoir de performance lorsqu'on met les gommes dures. C'est une gomme qui est quand même assez importante. Là. Il n'y a pas beaucoup de Grands Prix qui se disputent avec la gomme tendre. On essaie toujours de viser les plus longs écarts, les plus longues fenêtres avant les arrêts plus obligatoires. Donc à ce moment-là, on part souvent en médium. Du côté médium, ça a l'air d'être correct. La Red Bull avait l'avantage sur la McLaren lorsqu'on était médium contre médium, mais c'est aussitôt qu'on a tombé à gomme dure contre gomme dure que là, il y a un écart qui s'est creusé. Eh bien oui, c'est ça. Max Verstappen a réussi à résister jusqu'au tout dernier instant pour remporter cette course-là. Ce Grand Prix-là, là, on doit y attribuer beaucoup de respect, encore une fois. Pas qu'on le fait pas quand il domine, sauf que des fois, c'est un peu plus subtil. Lorsque tout va bien dans un week-end, que tout semble facile, mais les gens ont souvent tendance à le croire que c'est facile. Et puis là, Max Verstappen, il nous a montré tout au long du week-end, mais même Red Bull, qu'ils sont humains et que ça arrive des week-ends plus difficiles. Mais encore là, on réussit à trouver des solutions, à trouver des comment on fait pour remporter un Grand Prix, pour limiter les dégâts et sortir avec le plus de points possible. On l'a échappé du côté du garage avec Sergio Perez, on va en venir plus tard. Mais pour ce qui est du côté de Verstappen et du côté de Red Bull en général, on a quand même réussi à se ressaisir puis à venir chercher des points importants, à pas laisser plus de terrain à nos adversaires qui pourraient commencer à faire des idées puis à se donner, à se permettre de rêver, de dire est-ce qu'on peut vraiment compétitionner Red Bull tout au long de la saison. Donc tout ça, là, le fait que Red Bull a réussi à trouver des solutions pour revenir du week-end, mais il faut attribuer énormément de reconnaissance à Max Verstappen parce que c'est là, quand on a de la misère, comme je vous dis, quand c'est plus subtil puis que les gens se demandent c'est-tu la voiture qui fait la différence, mais là on en a eu un bel exemple de dire que le gars dans l'auto, il peut faire la différence. Quand c'était le temps de lever son jeu d'un cran en qualification, il le fait. Oui, il a profité de Hülkenberg pendant laquelle il lui a donné une aspiration puis il a réussi à faire un bon temps, sauf qu'il a saisi cette opportunité-là puis après ça, il a fait ça à perfection, virage après virage, aller chercher le maximum pour être capable d'être le plus rapide, mais ça, c'est ce qu'il a fait dans les derniers tours de la course. Il savait qu'il devait ménager ses pneus, emménager de l'énergie. Finalement, il a eu des problèmes avec sa batterie. Il a été obligé de régler ça. Vous savez, là, les fameux codes que les ingénieurs de piste le donnent pendant une course, là, base A+, 7, 77, 88, B, barre en bas. Ben, tous ces codes-là, il a fallu qu'il rentre ça dans son volant pour être capable de régler ça. Tout ça en sachant qu'il y avait une voiture orange papaye qui se rapprochait de lui constamment, tour après tour, qui gagnait du terrain sur lui, plus qu'il regardait dans ses miroirs, plus que la McLaren de Lando Norris était grosse. Tous les fois qu'il regardait, elle grossissait. Donc, il savait que c'était une question de temps, mais il a réussi à garder son sang-froid, à montrer pourquoi il est le meilleur au monde, garder sa voiture en piste. Il ne pouvait plus se permettre de dépasser les limites parce qu'il avait déjà eu les 3 avertissements. La manière que ça fonctionne, là, lorsqu'on met les 4 roues à l'extérieur de la ligne,
à des places qu'on peut le faire, parce qu'à d'autres places, à Imola, si vous faites ça, ben vous vous retrouvez en tête à queue avec toute la gravelle qui a été placée tout au long, tout autour du circuit. Bien à ce moment-là, quand il a ces 3 avertissements-là, que 3 fois il a été attrapé par les collègues de course à mettre les 4 pneus en dehors, ben là, on lui donne la dernière avertissement, et après ça, c'est une pénalité. C'est 5 secondes de pénalité. Il ne les avait pas, ces 5 secondes-là. Il y a d'autres week-ends au cours des dernières saisons précédentes, où il avait un 12 secondes en poche, un 8 secondes en poche, un 20 secondes en poche, de dire, bah, combien ça coûte? Ça coûte 5 secondes. Tiens, je te le donne, mon 5 secondes, puis je suis encore correct. Je remporte l'épreuve pareil. Mais ça, il n'avait pas ce luxe-là au cours des derniers tours à Imola pendant la fin de semaine. Quand Norris se rapprochait, il devait résister à ces attaques-là. Il devait résister aux gains de performance de la McLaren, toujours en gardant sa voiture à l'intérieur de la piste. Il n'avait plus de marge d'erreur pour pour sortir encore une fois des limites. Il aurait eu un 5 secondes de pénalité. Donc tout ça, il a réussi à résister à tout ça, surmonter les épreuves du week-end et remporter cette course-là. Encore là, je pense que pour moi, ça a été le pilote de la journée pour tous ces accomplissements-là, sans rien enlever au travail de Lando Norris encore. Je pense que j'avais eu des discussions avec nos collaborateurs, là, que vous avez la chance d'entendre, là, nos épisodes entre deux courses, là, avec Kevin Fontaine et Jean-Christophe Trahan. On avait discuté là ensemble un peu que qu'est-ce que ça va faire pour Lando Norris là, d'avoir remporté finalement une première course. Bien, c'est ça que ça fait. Ça fait que l'assurance qu'il avait, la pression qu'il avait de moins sur les épaules, moi je savais que ça allait changer quelque chose, parce que je veux pas, ça venait toujours tourner dans sa tête. À toutes les fois qu'il se passait une situation où il pouvait peut-être gagner ou mettre de la pression ou essayer de gagner une position en fin d'épreuve comme ça pour aller chercher une victoire, mais là c'est toujours ben là c'est ma chance de ma première, c'est ma chance de la première. Là il y avait plus cette pression là. Là il savait c'est quoi sa goutte de gagner. Il était même déçu après. Il disait ça fait plus mal maintenant que je sais c'est quoi le sentiment de gagner. Donc tout ça là, j'ai trouvé qu'il a fait preuve de beaucoup d'assurance, et je serais pas surpris là que tout au long de la saison on voit là vraiment un nouveau Lando Norris. Pas qu'il était pas bon avant, mais le voir vraiment prendre de l'assurance et ajouter des cordes à son arc, comme on a vu Max Verstappen par le passé lorsqu'il a gagné sa première course. Ça s'est produit vite, on s'en rappelle, lui c'était chez Red Bull, mais après ça gagner plus d'épreuves, son premier championnat du monde, la maturité qui est venue avec ce premier championnat là, c'est toutes des étapes dans une carrière d'un pilote qui font que on gagne ses outils, on les met dans le cahier, on les a dans notre coffre à outils, pour être capable de dire non, ça j'ai déjà vécu ça, je sais comment réagir. Donc je trouvais qu'en fin de semaine Lando Norris aussi l'aurait mérité. Je l'ai donné à Verstappen, j'aurais aussi bien pu le donner à Lando Norris, parce que ce qu'il a fait tout au long de la course, d'arriver à la fin, d'être capable de compétitionner. Oui, ils ont perdu Red Bull et Verstappen sur la gomme médium, mais probablement que c'était dans sa tête, il savait, attends que je mette mes gommes dures, je vais te faire le même coup qu'à Miami. C'est ce qu'il a essayé de faire en gagnant du temps sur lui tour après tour. Donc Lando Norris, deuxième, Charles Leclerc, troisième. T'es déçu du côté du Monégasque, il aurait aimé offrir un meilleur résultat, même si il devient le premier pilote Ferrari à monter sur un podium à Imola depuis Michael Schumacher en 2006. C'est quand même, les gens, les tifosi étaient très contents de revoir un pilote habillé tout en rouge monter sur le podium, sur leur podium à Imola. Mais quand même, Leclerc, il s'attendait à plus, là, un peu comme sûrement le même avis qu'on a, nous, de l'extérieur, de dire avec toutes ces améliorations-là, ça aurait été au moins de finir la deuxième écurie du week-end et de pas terminer derrière McLaren. Donc, troisième pour Leclerc, quatrième pour Piastri. Piastri, là, ça a été dommage, là, le fait de partir cinquième, comme on dit. L'avantage de la position en piste est très importante. Cette fameuse pénalité-là est venue le hanter. Petite erreur de la part de McLaren, on peut la donner à l'ingénieur de piste et à Piastri de ne pas avoir enlevé sa voiture à temps là, pour pas gêner une Haas lors des séances de qualification. Donc tout ça, c'est venu un peu nous rattraper, mais une quatrième place, on limite quand même les dégâts. Cinquième pour Sainz. Sainz dit qu'il avait des problèmes avec sa voiture. Il dit que, selon lui, c'était impossible de rivaliser avec les performances que Charles avait. Donc, il pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec sa Ferrari. Lewis Hamilton, sixième. Bon résultat pour Mercedes malgré les circonstances. Toto Wolff ne serait pas d'accord avec moi, parce que leur but, c'est vraiment pas de construire une voiture pour être 6 ou 7e. On est un peu au milieu de nulle part, comme les deux pilotes le signalaient, comme quoi que on est trop loin de Ferrari puis McLaren, puis on est un peu au milieu de nulle part, on sait plus, est-ce que c'est Aston Martin qui a régressé, est-ce que c'est les autres qui continuent de progresser, fait qu'on s'est comme creusé un écart des deux côtés. C'est un peu ça qui se passe en ce moment-là. On a beau apporter des améliorations, ça nous place, on est encore très loin de McLaren, on gagne pas de terrain sur eux, parce qu'eux continuent d'améliorer aussi, continuent d'en gagner. Même chose pour Red Bull, même chose pour Ferrari. Puis là, du côté d'Aston, ben là, c'est dur à dire. Est-ce que c'est vraiment à cause que nous, Mercedes, on apporte des améliorations, qu'on s'est un peu
décalé de ce que Aston était en début de saison. C'est Aston qui se tire dans le pied week-end après week-end avec leurs améliorations, qui ont de la misère un peu à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Donc tout ça, là, ça les place dans une zone, comme qu'ils disaient là, en anglais, on dit de no man's land, mais un endroit où il n'y a pas d'homme, où on peut dire au milieu de nulle part, sont un peu là au niveau performance. Hamilton, oui, il termine devant Russell, sauf qu'il y a eu un petit moment, petite discussion radio, ça n'a pas vraiment fait de controverse parce qu'on a quand même enterré ça assez vite du côté là. On aurait pu peut-être que George Russell a été bon joueur dans les circonstances, il aurait peut-être pu vouloir faire un petit drame avec ça, mais il n'en a pas fait. C'est qu'on a demandé à George Russell de s'arrêter avant la fin de l'épreuve. Il a dû concéder sa place à Lewis Hamilton. Il dit ben là, pourquoi que je laisse là? J'aimerais savoir les points. Est-ce que vous allez dire de me redonner ma place? Ils ont dit non, George, ça fait partie de la course. Si tu changes pas tes pneus, tu te rendras pas jusqu'à la fin. C'est ta stratégie. Ça n'a pas rapport avec Lewis. Non, Lewis te redonnera pas ta position. Donc toutes ces discussions-là, finalement, on a arrêté pareil Russell et c'est ce qui a donné l'avantage à Lewis Hamilton. Au bout de la ligne, comme Russell a dit, c'est une 6e place. J'ai laissé une 6e place, c'est pas comme une place sur un podium. J'aurais eu sûrement une approche différente. Puis au bout de la ligne, ça veut dire que c'est là qu'on est nos voitures, c'est 6, 7e. C'est un peu ça qui a résumé. Donc il a pas voulu trop embarquer là-dedans, mais il nous a un peu rappelé en même temps qu'il sait lui que au bout de la ligne, j'ai été plus rapide que mon coéquipier tout au long du week-end, dans toutes les séances. Enfin, c'est un peu pour nous rappeler de deux gars. Il termine 6e, mais psychologiquement, moi, je le sais que j'étais en avant de lui, puis lui aussi il le sait, puis vous aussi, vous le savez. Donc, 6-7 pour Hamilton, Russell, les deux Mercedes. Perez, 8e. Ça a été compliqué, Perez, quand on part mal en qualification. Sur un circuit comme ça, c'est ce que ça nous donne. Donc, seulement 8e pour Perez, qui ouvre la porte, là. Championnat des pilotes, il se retrouve 2e. Lando Norris est rendu seulement à quelques points de lui. Donc, c'est un mauvais week-end à Monaco, puis Sergio Perez pourrait se retrouver 4e au championnat des pilotes. Lui qui était 2e, connaissait un bon début de saison. Il ouvre aussi, veut pas la porte au championnat des constructeurs parce que à ce moment-là, les Ferrari et les McLaren font des points, des gros points en groupe de 2. Et puis Mercedes, je veux dire du côté de Red Bull, au moins on a Verstappen qui en ramasse 25, mais du côté de Perez, là, il aurait dû être là, beaucoup plus proche de son coéquipier. On peut pas se permettre d'être dans une Red Bull et terminer derrière les Mercedes. C'est Russell notamment qui a eu le point bonus pour le meilleur tour. Stroll, 9e, bonne performance de Lance Stroll. Je ne sais pas si on pouvait vraiment y en demander plus. C'est dur d'évaluer les performances de la Aston Martin. Encore une fois, c'est dur de les évaluer avec Lance Stroll parce que il y a tellement un manque de constance qu'on sait pas. Est-ce que la voiture Alonso aurait été capable de la mettre en 5e position s'il n'y avait pas eu toutes ces péripéties, puis on aurait dit là Stroll est juste 9e, ou 9e c'est vraiment la position de Aston. Si on y va avec les tendances depuis le début de la saison, ça semble être là qu'on se retrouve. Donc je pense que Stroll a fait le meilleur de ce qu'il pouvait. On est dur avec lui quand il fait des erreurs, on est dur avec lui quand il connaît des mauvais week-ends, mais quand il en connaît des bons, je pense qu'il faut les reconnaître. Puis ça fait partie d'un de ses bons. Je pense pas qu'on pouvait y en demander plus. Du côté de Tsunoda, 10e, complète le top 10 comme on s'attendait. Peut-être qu'on aurait aimé ça être un peu plus proche, sur peut-être 7e, 6e, comme on s'était qualifié, mais au bout de la ligne, je pense qu'un top 10 va toujours va faire notre affaire. Du côté de Hülkenberg, 11e, 12e pour Magnussen, Ricciardo, 13e, Ocon, 14e, Joe, lui qui termine 15e, 16e pour Gasly, Sargent 17e, Bottas 18e, Alonso 19e, une catastrophe. Là. Même à la fin, la voiture fonctionnait pratiquement plus. De mémoire, on l'a même retiré. Je pense qu'on l'a même retiré à la fin. J'ai manqué cette petite étape-là. Là. Je me semble qu'on lui a demandé de revenir au garage, tout ça, parce qu'on avait fait un changement de pneu très tardif de la course. Mais en tout cas, c'est pratiquement tout. Le 19e ou 20e rendu là, c'est quasiment pas fini. Puis du côté d'Albon, mais la même chose n'a pas terminé. Lui, il a eu des problèmes en début d'épreuve. C'est venu tout gâcher sa course. On avait mal fixé un pneu. Puis en plus, c'était un train de gomme dure et on les avait besoin absolument. C'était son seul train de gomme dure neuf. Donc à ce moment-là, quand il est rentré au puits, on est obligé de retirer les pneus. On n'a pas pu arranger la situation là, de juste les refixer. On peut pas faire ça. Donc, ça allait plus vite de changer les pneus. On a changé la stratégie. Plus de gomme dure, c'était pas mal perdu d'avance pour lui. Et c'est ce qui complète le résumé de dimanche. C'est pas mal tout ce qui s'est passé. Oui, du côté de McLaren, on continue d'avoir des bonnes performances. Ça nous donne vraiment espoir d'avoir un bon spectacle. Du moins, au moins le samedi, là, je suis prêt à m'aventurer puis de dire que samedi à Monaco, faut pas manquer ça. Ça, c'est week-end après week-end, année après année, quand on s'en va là à Monaco, c'est toujours le samedi. Mais là, d'avoir des voitures aussi proches en performance, quand on arrive à Monaco, ça vient faire jeu égal à cause qu'on a des virages très lents. La Red Bull ne peut pas vraiment
se maximiser sur ses points forts, de dire nous on est rapide en virage rapide et gagner un gros écart sur ces adversaires-là. Donc à Monaco, là, ça devrait faire vraiment jeu et vraiment s'en tenir aux techniques de pilotage et à qui va être prêt à prendre le plus de risques. Donc ça va être très intéressant. Samedi prochain, je pense que Imola, même si ça n'a pas été le meilleur spectacle, ça nous a quand même mis la table et montré des côtés très positifs qui nous dit que le restant de la saison risque d'être très excitant. Donc c'est ce qui complète, comme je vous dis, le week-end de course. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot, @gmail.com. La première question nous vient de Hugues qui nous écrit: est-ce que vous pouvez m'éclaircir la situation à propos de Kevin Magnussen? Tout le monde dit qu'il devrait être suspendu, qu'il n'a plus de points sur son permis, mais pourtant, il a participé au Grand Prix d'Imola. Eh bien, Hugues, non, c'était pas, il n'est pas éligible à une suspension maintenant, mais il est très très près. C'est 12 points qui sont consacrés aux pilotes, ou plutôt, on a le droit d'accumuler jusqu'à 12 points. Aussitôt qu'on arrive et qu'on frappe cette barre, bien, automatiquement, on reçoit la suspension d'un Grand Prix. Magnussen est très près de là avec ses 10 points qu'il a déjà accumulés. De la manière que ça fonctionne, quand est-ce qu'il aura le droit de ravoir des points, mais c'est aussitôt que ça va faire 1 an de l'infraction. Donc, son infraction qui est la plus vieille à son calendrier de pénalité, c'est celle de Bahreïn qu'il a eu au mois de mars. Donc, c'est aux alentours du 9 mars l'année prochaine qu'il va avoir le droit de récupérer ces points-là. Ça va lui donner un peu de lousse, mais pour l'instant, là, je pense qu'il est, comme vous avez dit, là, il y a certains qui avançaient qu'il aurait une suspension. Je pense que c'est une prédiction facile à faire qui risque vraiment d'arriver là, à sa façon de conduire, de son historique, d'avoir juste 1 point, 2 points plutôt, pendant encore 1 an. Ça serait tout un exploit en soi là, d'être capable de survivre au moins jusqu'à la fin de la saison sans perdre ces fameux 2 points-là qui pourraient venir lui impliquer une suspension. De la manière que ça fonctionne là, pour les termes de la suspension, c'est un peu dur à savoir parce que la raison est fort simple, c'est jamais arrivé. C'est un programme qui a été instauré en 2014 et Magnussen serait le premier de l'histoire à avoir cet accomplissement-là, d'être le premier pilote à recevoir une suspension suite à des points accumulés sur son permis. Donc, toute la procédure en place, là, comment elle va fonctionner, on l'a pas vu encore. Donc, on ne sait pas trop là, tout comment que ça va se produire, mais la règle est claire. Si on atteint le 12 points, ben, une sanction s'ensuit. La sanction, c'est la suspension d'un Grand Prix. La deuxième question nous vient de Mathieu qui nous demande quelle est votre opinion sur les stratégies employées par Aston Martin. De mon côté, je pense que c'est l'enfer. Eh bien Mathieu, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est le point faible de l'écurie. On en a ailleurs, là, mais je pense qu'un des points faibles les plus faciles à voir, à noter, c'est les stratégies qu'on emploie. Oui, il y a toujours le développement. Quand on apporte des améliorations, on le mentionnait, des fois c'est un peu plus dur. On semble être un peu perdu dans la fenêtre de performance. Donc à ce moment-là, on semble toujours un peu confus lorsqu'on apporte ces fameuses mises à jour-là. Mais c'est pas ça, c'est quelque chose qui arrive à quelques moments dans la saison. Donc c'est pas quelque chose qu'on traîne week-end après week-end. Ce qui est côté stratégie, je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est quelque chose qui s'étire. Souvent, on semble être entre deux. On essaie de faire différent des autres, puis finalement, ben, on voit pas nécessairement le gain en bout de ligne. On se dit, on aurait peut-être dû tenter notre chance à faire pareil comme tout le monde, puis on aurait probablement eu un meilleur résultat. Donc, tout ça, ça rentre dans la ligne de compte que je pense que c'est un point qui est absolument à mettre à l'horaire, qu'il faut améliorer du côté de Lawrence Stroll et d'Aston Martin. Il faut trouver des personnes qualifiées, faire une restructuration, changer un peu cette idéologie de stratégie qu'on veut faire, de pas toujours vouloir dire on va faire l'inverse de tout le monde, peut-être d'avoir un peu moins de complexe d'infériorité, de se dire on veut jouer avec les grands, on pense qu'on a une voiture sur certains week-ends donnés qui peut avoir des performances qui ressemblent à les grandes écuries, donc pourquoi ne pas jouer à jeu égal, puis de pas toujours essayer de réinventer la roue, de dire nous aussi on va essayer de vous battre avec nos médiums, on va essayer de vous battre avec nos hards, de pas toujours essayer de faire jeu contraire. Je pense que ça serait quelque chose à travailler au cours des prochaines saisons si on veut continuer de progresser et de gagner des positions.
car nos adversaires l'ont fait. Là. Red Bull, côté stratégie, on le sait, il n'y a pas de problème là. Du côté de McLaren, on a eu des choses à pointer du doigt au cours des derniers mois, mais ça semble être corrigé. Là. Depuis le début de la saison, ça semblait d'avoir parfois une mauvaise analyse de ce qui se produit, mais là, on semble avoir réglé ce problème-là. C'est sûr que ça reste une saison longue, mais du côté de McLaren, on semble avoir ressaisi du côté des stratégies. Puis du côté de Ferrari, ben là, c'est jour et la nuit avec ce qu'on avait là. Alors, on recule 2 ans en arrière, ou même la saison dernière, il y a à peine peut-être 8 mois ou 9 mois de ça, c'était des plans A, des plans B, des plans C, des plans Y. On posait des questions aux pilotes, on savait pas où qu'on s'en allait. Là, on a encore ces discussions-là ouvertes, mais on semble avoir une main plus ferme sur le mur des puits à dire c'est ça qu'on va faire, puis c'est là qu'on s'en va. Puis on essaye des choses. Ça veut pas dire du côté d'Aston Martin qu'il faut arrêter d'essayer des choses. Je pense que c'est correct de penser à l'extérieur de la boîte, sauf que quand que tu le fais plus souvent qu'autrement et ça fonctionne pas, essaye un peu de revenir dans les stratégies un peu plus conventionnelles et de voir ce que ça peut donner. Surtout quand tu n'es pas là pour nécessairement gagner des épreuves, tu es là pour accumuler un maximum de points. Donc quand tu sacrifies des points week-end après week-end avec une mauvaise stratégie, que ce soit une position, 2 positions, parfois 3 positions, c'est toutes des points qui vont faire extrêmement mal à la fin d'une saison. C'est à ce qui conclut notre épisode du lundi 20 mai. En terminant, je veux envoyer toutes les plus grandes félicitations à 2 personnes qui ont réussi leur prédiction en ayant un 5 sur 5 au cours du week-end. C'est du côté de Spencer ainsi que notre collaborateur Kevin Fontaine qui ont vu tous les deux dans le mille. Ils ont vraiment bien prédit le Grand Prix. On aurait dû leur en demander plus, même savoir le top 10. Mais du côté du top 5, ils ont relevé le défi haut la main. Un défi que vous pouvez aussi relever semaine après semaine lors des week-ends de course, bien entendu. C'est juste de nous suivre sur Facebook, nous suivre sur Instagram où on est présent maintenant, aussi sur X Twitter. Et normalement, là, dans la journée de samedi, un peu après les séances de qualification, eh bien, on vous demande de vous mouiller, on demande de vous transformer en Nostradamus et de prédire qu'est-ce qui va se dérouler lors du Grand Prix de dimanche en prédisant le top 5, les 5 premiers pilotes qui vont franchir la ligne d'arrivée lors du week-end de course. Donc, ça sera disponible aussi la semaine prochaine si vous voulez venir tenter votre chance et jouer le jeu des prédictions. Ça sera là samedi prochain, là, avant le Grand Prix de Monaco. Même chose là, en terminant, je vous invite, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux que je vous ai nommés, même chose sur Spotify, d'appuyer sur la cloche, question de recevoir les notifications lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.